bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Accueil et introduction à l'âge ancien. Bienvenue à cette exploration calme et posée de l'âge ancien. Une époque où le monde tel que nous le connaissons commençait à prendre forme à travers le jeu complexe des peuples, des royaumes et des empires. Naissant, dans ce récit tranquille, nous allons contempler des batailles oubliées, celles qui ont laissé des traces discrètes mais durables dans le tissu de l'histoire. Notre objectif n'est pas la dramatisation, mais une immersion factuelle et respectueuse dans ces événements pour mieux comprendre leur portée et leur contexte. L'âge ancien couvre une vaste période, allant de l'apparition des premières civilisations organisées jusqu'au début de l'ère classique. Cette ère se caractérise par l'émergence de structures politiques, sociales et militaires qui forgeront les fondations de notre monde moderne. Les conflits y jouent un rôle crucial, non seulement dans la transformation des territoires, mais aussi dans l'évolution des cultures et des technologies. Il est essentiel de considérer que de nombreuses batailles n'ont pas été immortalisées par les grandes chroniques ou les historiographies dominantes. Souvent, ces affrontements se sont déroulés dans des recoins géographiques ou historiques moins étudiés. Ils impliquaient pourtant des acteurs majeurs, dont la stratégie, le courage ou les erreurs ont influencé des dynamiques régionales et au-delà. Nous nous attarderons sur ces événements méconnus qui éclairent sous un autre jour l'ampleur des interactions humaines dans l'Antiquité. L'étude attentive de ces combats oubliés nous invite à dépasser les récits héroïques et à examiner les faits sous un angle plus analytique. Par exemple, l'organisation des armées, le déroulement des engagements, les raisons économiques ou politiques du conflit, ainsi que les conséquences sur les populations locales, méritent une considération détaillée. Ces éléments reconstituent un tableau vivant et passionnant, révélant la complexité du passé lointain. Parmi ces histoires moins célèbres, certaines mettent en lumière des figures historiques peu connues mais influentes. Princes, généraux ou chefs tribaux souvent absents des récits traditionnels, ces personnages ont joué un rôle pivot. Leur capacité à négocier, à mener des opérations militaires ou à survivre dans un environnement instable illustre la diversité des stratégies de pouvoir dans l'Antiquité. Nous découvrirons ces individus à travers leurs décisions et actions concrètes. Les batailles perdues dans la mémoire collective ne sont pas synonymes d'un moindre impact. Elles témoignent parfois de changements culturels majeurs ou de ruptures économiques durables. Leur récit enrichit notre compréhension du passé en offrant une perspective complémentaire aux événements mieux connus. Ce voyage historique cherche donc à honorer ces épisodes, pour lesquels la poussière du temps a souvent occulté leur importance réelle. Une autre dimension de cet âge ancien est la diversité géographique. De la Méditerranée à la Mésopotamie, en passant par l'Égypte et le Levant, chaque région présente ses propres dynamiques. Les alliances fluctuantes et les rivalités constantes ont maintenu un équilibre précaire, ponctué par des affrontements parfois décisifs. Cette pluralité rend la reconstitution des batailles oubliées un défi fascinant rempli de découvertes continues. Par ailleurs, les sources archéologiques et textuelles disponibles sont souvent fragmentaires, ce qui appelle une rigueur particulière dans l'analyse. La confrontation entre différentes versions, inscriptions et objets découverts permet de reconstituer des scénarios plausibles. Ces enquêtes minutieuses contribuent à démythifier certains récits et à enrichir notre vision de l'histoire grâce à des preuves tangibles. Dans cette perspective, le rôle des historiens contemporains et des archéologues est primordial. Leur travail patient dévoile progressivement des pans de la réalité ancienne, redonnant vie à des événements oubliés. Cet effort collectif apporte au présent des clés pour comprendre l'évolution des sociétés humaines sur le long terme, sans embellissement inutile,
mais avec une grande précision scientifique. Nous verrons également comment ces batailles influençaient non seulement les frontières territoriales, mais aussi les échanges commerciaux et culturels. Les routes anciennes, parfois sécurisées par des armées ou détruites par des conflits, ont modelé le développement économique de nombreuses civilisations. Ces aspects moins visibles des combats enrichissent encore la réflexion sur leur importance réelle. Enfin, nous insisterons sur la nature humaine intrinsèque à ces conflits anciens. Derrière chaque bataille, il y a des hommes et des femmes avec leurs peurs, leurs espoirs et leurs besoins. Comprendre ces dimensions psychologiques permet d'aborder l'histoire avec plus d'empathie et de nuance, loin des caricatures souvent associées à la guerre. Ainsi, notre parcours débutera comme une immersion dans des mondes autrefois florissants et agités, où chaque bataille, même oubliée, participe à une histoire mondiale complexe. Le récit s'efforcera de respecter la vérité historique tout en offrant une écoute paisible et enrichissante. Cette approche calme nous conduira progressivement vers la redécouverte d'événements fascinants que la mémoire collective a laissés de côté. Poursuivons maintenant ensemble vers les profondeurs de ces conflits anciens, en explorant les causes, les déroulements et les conséquences d'une première bataille méconnue, qui soulignera la richesse insoupçonnée de l'âge ancien. Les guerres entre cités-États mésopotamiennes. Les premières cités-États de la Mésopotamie, situées entre les fleuves Tigre et Euphrate, furent le théâtre de conflits incessants qui façonnèrent l'histoire ancienne de la région. Ces villes fortifiées, dotées de systèmes politiques émergents, se disputaient des territoires fertiles et des ressources vitales. Dès la fin du 4e millénaire avant notre ère, les rivalités entre ces cités prirent une forme organisée, avec des alliances fluctuantes et des campagnes militaires stratégiques soigneusement planifiées. La possession des terres agricoles et des voies commerciales influença grandement ces affrontements. Ur, Lagash, Umma et Kish sont parmi les plus célèbres cités mentionnées dans les textes cunéiformes. Chacune possédait un roi ou un énu, détenteur du pouvoir spirituel et militaire, chargé de protéger sa population et de garantir la prospérité. Par exemple, la cité de Lagash entra en conflit avec Umma à cause d'une bordure fluviale contestée qui se traduisit par une série de batailles sanglantes durant plusieurs décennies. Ces luttes furent si intenses qu'elles laissèrent des traces dans les stèles gravées, où les vainqueurs racontaient leurs exploits. Les raisons de ces guerres allaient au-delà de la simple quête de territoire. Elles concernèrent également la domination économique et religieuse. Les territoires conquis permettaient aux vainqueurs de contrôler des temples riches en offrandes et les routes caravanières indispensables à l'échange de biens précieux tels que l'étain et le cuivre. Le contrôle religieux renforçait l'autorité royale, car les rois étaient souvent perçus comme des intermédiaires avec les dieux, ce qui légitimait leur pouvoir militaire et politique. Ainsi, chaque victoire militaire consolidait la position du souverain. Les campagnes militaires étaient dirigées par des généraux fidèles au roi et impliquaient non seulement les soldats, mais aussi les ouvriers requis pour ériger des fortifications et maintenir les équipements de siège. Les armes utilisées comprenaient des arcs, des lances et des masses de guerre. Le char de guerre apparaissait progressivement comme un atout tactique, permettant des attaques rapides et déstabilisantes. La stratégie développée par les chefs militaires mettait en avant la coordination des troupes, souvent divisées en escadrons spécialisés, ainsi qu'une connaissance précise du terrain et des ressources disponibles. Le roi Eannatum de Lagash est l'un des plus documentés grâce à la stèle des vautours, une œuvre extraordinaire qui relate sa victoire contre Umma. Cette stèle ne se limite pas à une simple narration, mais sert également d'outil politique pour asseoir la supériorité de Lagash sur ses voisins. Eannatum y apparaît non seulement comme un conquérant, mais aussi comme un gouverneur juste qui établit des lois pour réguler la vie civique après la guerre. La maison de Lagash bénéficia ainsi d'une période de prospérité relative,
même si les conflits voisins reprirent peu après. Les archives retrouvées dans des sites tels que Uruk et Kish confirment que les guerres étaient souvent précédées de négociations diplomatiques, parfois prolongées par des échanges d'ambassades ou des mariages entre familles royales. Toutefois, la méfiance et les ambitions personnelles rendaient ces tentatives fragiles, conduisant fréquemment à la reprise des combats. La notion de frontière permanente était floue, les espaces disputés servant parfois de zone tampon entre cités rivales, amplifiant les risques de querelles territoriales. Au-delà des aspects militaires, ces batailles révélèrent aussi l'émergence des premiers codes juridiques. Ces lois visaient à contrôler les conséquences de la guerre, comme la restitution des terres, les amendes imposées aux coupables de dommages ou encore le traitement des prisonniers. L'historien et épigraphiste souligne que ces règles témoignent d'une organisation sociale complexe, capable de réguler les flux conflictuels sans sombrer dans l'anarchie. Les efforts pour formaliser ces codes renforçaient la légitimité des rois, en les présentant comme garants de l'ordre et de la justice. La durée et la fréquence de ces conflits entraînèrent un développement des infrastructures défensives, avec la construction de murs d'enceinte impressionnants. Ces fortifications autour des villes constituaient non seulement des protections physiques, mais aussi des symboles de puissance. La hauteur et l'épaisseur des murs atteignaient plusieurs mètres, souvent renforcés par des tours de guet. Ces adaptations militaires traduisent une volonté claire de protéger les centres urbains face aux raids et invasions répétées, témoignant de l'importance stratégique de chaque cité. Le tissu social des cités-États fut profondément affecté par ces guerres. Les campagnes militaires mobilisaient une large part de la population masculine, tandis que les femmes assumaient des tâches supplémentaires dans l'agriculture et le commerce. La pression constante des conflits incita également à des innovations technologiques, notamment dans la métallurgie pour produire des armes plus résistantes et efficaces. Par ailleurs, la nécessité de mobiliser les ressources pour soutenir les armées conduisit à une organisation administrative plus rigoureuse, avec l'apparition des scribes pour gérer les stocks, les rations et les impôts. Les cités alentours connurent aussi des destins variés liés à ces campagnes guerrières. Kish, par exemple, fut en divers temps un centre de pouvoir dominant, mais sa suprématie fut contestée par des cités rivales comme Uruk. Les luttes politiques internes ajoutèrent une couche supplémentaire de complexité, avec des successions parfois violentes entre prétendants au trône. Ces dynamiques sont illustrées par les tablettes retrouvées dans ces sites qui rapportent noms, dates et événements précis, permettant aux historiens de retracer avec une étonnante précision ces épisodes. L'influence des querelles entre cités étendit son impact bien au-delà de la Mésopotamie. Certaines alliances militaires s'élargirent vers des partenaires situés plus au nord ou à l'est, englobant des tribus nomades ou des régions montagneuses. Ces relations deviennent le prélude à la formation d'entités politiques plus vastes, qui émergeront au fil des millénaires. Les conflits locaux devinrent ainsi un moteur de transformation majeure, conduisant à la naissance des premiers grands empires dans l'Antiquité proche-orientale. Parmi les personnalités marquantes de cette période, Enchakushana de Uruk mérite une mention spéciale. Son règne au IIIe millénaire avant notre ère fut marqué par des campagnes agressives visant à unifier la région sous son autorité. Il utilisa un mélange de diplomatie et de force brute, ce qui lui permit de soumettre plusieurs cités voisines temporairement. Son ambition révéla cependant les limites de la domination personnelle sans structure politique durable, puisqu'après sa mort, les cités retournèrent à l'autonomie conflictuelle. Le quotidien des soldats lors des batailles reste difficile à reconstruire, mais les vestiges archéologiques donnent quelques indices. Les armes et armures trouvées témoignent d'une utilisation intensive et d'amélioration progressive. Certains bas-reliefs montrent des phalanges organisées derrière des boucliers, suggérant une certaine discipline militaire. La logistique menée par les chefs comprenait la gestion des vivres et des récompenses, élément essentiel au maintien du moral
dans des campagnes souvent longues et éprouvantes. Les conséquences économiques des guerres entre cités-États furent lourdes. Les terres agricoles dévastées devaient être reconstruites, ce qui pouvait provoquer des famines ou des déplacements de population. Cependant, ces conflits stimulèrent également le commerce et la métallurgie en raison de la demande accrue en ressources stratégiques. Les échanges commerciaux se poursuivaient parfois même entre cités ennemies, témoignant d'une interdépendance complexe malgré les hostilités. Les rituels et cérémonies après chaque victoire jouaient un rôle central dans la société mésopotamienne. Les rois organisaient des festivités religieuses pour remercier les dieux, impliquant souvent des sacrifices et des banquets publics. Ces moments renforçaient le lien entre les forces divines et le pouvoir terrestre. Ils avaient aussi pour fonction de consolider l'allégeance des citoyens autour du souverain, facilitant ainsi la reconstruction après la guerre. On observe également que certains conflits donnèrent lieu à des innovations diplomatiques, tels que des traités de paix gravés sur des pierres ou des plaques d'argile. Ces documents officiels représentaient une avancée dans la gestion des relations internationales, avec des clauses précises sur les réparations, les accords territoriaux ou les échanges commerciaux. L'existence de ces traités montre la volonté des cités-États d'instaurer une certaine stabilité, malgré une époque marquée par l'incertitude permanente. Au fil du temps, ces luttes intestines préparèrent le terrain à l'émergence d'entités plus centralisées, capables de régir des territoires plus vastes. Les rois mésopotamiens développèrent des administrations plus efficaces et des armées permanentes. Ces évolutions annoncèrent la fin du système des cités-États indépendantes, ouvrant la voie à l'apparition d'empires tels que celui d'Akkad. Ce processus illustre bien la complexité et la richesse du monde antique, où la guerre joue un rôle paradoxal de destructeur et de catalyseur. Ainsi, les guerres entre cités-États mésopotamiennes ne furent pas simplement des conflits territoriaux, mais des événements structurants qui influencèrent la politique, l'économie et la culture de la région. Ces affrontements révélèrent les premières formes de diplomatie, de droit et d'organisation militaire organisée. Ils incarnent un des chapitres fondateurs de l'histoire humaine, où les pouvoirs naissants s'affrontèrent pour modeler durablement le paysage politique du Proche-Orient ancien. En comprenant ces épisodes, nous saisissons mieux les racines des civilisations qui suivirent. Le récit des batailles oubliées de la Mésopotamie invite à une réflexion sur les mécanismes du pouvoir et les relations humaines dans un monde naissant. Il prépare aussi le terrain pour examiner les épopées qui suivront, notamment celles liées aux empires plus vastes et aux héros légendaires dont les exploits dépassèrent les frontières de cette antique contrée. La suite de cette exploration nous mènera à découvrir d'autres réalités de la guerre et de la paix dans le monde ancien. La bataille de Kadesh et ses conséquences. Il y a plusieurs milliers d'années, dans une région où la mer Méditerranée borde des terres riches en histoire et en conflits, s'est déroulée l'une des batailles les plus significatives du monde antique. La bataille de Kadesh, opposant les Hittites et les Égyptiens, marque un tournant dans la manière dont les puissances de l'époque menaient leurs guerres et négociaient leurs accords. Ce conflit, qui eut lieu vers 14 siècles avant notre ère, n'était pas seulement un affrontement militaire, mais aussi un exemple précoce de diplomatie et de stratégie complexe. Les forces en présence étaient considérables. L'armée égyptienne, menée par le célèbre pharaon Ramsès II, comptait plusieurs milliers de soldats bien entraînés, des chars rapides et une organisation militaire impressionnante. De l'autre côté, les Hittites, dirigés par le roi Muwatalli II, disposaient également d'une armée puissante, notamment reconnue pour l'efficacité de leurs chars de combat, qui offraient une mobilité et une puissance de feu exceptionnelles. Ces deux forces, rivales depuis longtemps, se disputaient le contrôle de la région fertile de Syrie, un carrefour stratégique entre l'Est et l'Ouest. La stratégie utilisée par les deux camps reflète leur connaissance approfondie de la guerre
et de la géographie locale. Ramsès II avait planifié une attaque surprise visant à s'emparer de la ville de Kadesh avant que les renforts hittites ne puissent arriver. Cependant, les espions égyptiens furent déjoués et les Hittites préparèrent une embuscade soigneusement orchestrée. La bataille qui suivit fut intense, avec plusieurs phases où l'issue semblait indécise. Les chars égyptiens, bien que nombreux, furent mis à mal par la coordination et la discipline hittite, qui utilisaient des formations serrées et une communication efficace entre les différentes unités. Malgré les efforts d'une armée égyptienne forte et motivée, Ramsès II dut concéder un équilibre plutôt qu'une victoire décisive. Il est intéressant de noter que, dans les inscriptions égyptiennes, le pharaon présente la bataille comme un triomphe complet. En réalité, le conflit se termina presque à égalité avec de lourdes pertes des deux côtés. Ce récit contrasté illustre combien la vérité historique peut être influencée par la propagande, un phénomène déjà bien établi dans les civilisations anciennes. La bataille de Kadesh est un excellent exemple d'un conflit où le récit officiel diffère des faits réels et où les conséquences politiques priment sur le résultat militaire. Les suites de cette bataille ont eu un impact durable sur la diplomatie ancienne. Plutôt que de s'affronter à répétition, les Hittites et les Égyptiens négocièrent ce que l'on considère comme le premier traité de paix connu dans l'histoire. Ce pacte comprenait des clauses de non-agression, des échanges d'otages et des alliances militaires, visant à stabiliser la région et à éviter un nouveau conflit destructeur. Ce traité, gravé sur des tablettes de pierre, témoigne d'une prise de conscience nouvelle. La guerre n'était plus la seule solution aux rivalités, et une forme de coexistence respectueuse pouvait être envisagée. Il est important de souligner que les personnages impliqués dans cette bataille jouent un rôle clé pour comprendre les événements. Ramsès II, souvent appelé le grand constructeur, usait de son image pour renforcer son pouvoir et son prestige, mais il était également un stratège militaire habile. Muwatalli II, en contraste, semblait privilégier une approche prudente et pragmatique, bien que capable de mener des offensives ambitieuses. Leurs décisions influencèrent non seulement le cours de la bataille, mais aussi l'évolution politique et culturelle des territoires concernés. Enfin, la bataille de Kadesh et ses conséquences illustrent combien les conflits antiques étaient complexes et multidimensionnels. Loin d'être de simples affrontements sanglants, ils constituaient des moments de changement où se transformaient les rapports de force, les alliances et les concepts mêmes de guerre et de paix. En étudiant cet événement, on découvre une facette moins connue de l'histoire ancienne. Une histoire où l'intelligence, la diplomatie et la stratégie façonnent autant que la force brute. Alors que se referme ce chapitre consacré à Kadesh, il est logique de porter notre attention sur d'autres conflits majeurs qui, même s'ils sont parfois oubliés, ont aussi influencé profondément la construction des sociétés antiques. Nous verrons ainsi comment ces affrontements, bien que disparates, participent à un tableau global du monde ancien en perpétuel mouvement. Conflit en Anatolie préclassique. Au commencement de notre voyage dans le temps, il est essentiel de situer l'Anatolie, vaste péninsule située à la croisée de l'Europe et de l'Asie, site stratégique aux frontières mouvantes. Longtemps terre de passage, elle fut le théâtre de nombreux conflits oubliés, antérieurs à la période classique, où des peuples variés s'affrontèrent pour le contrôle des ressources et des routes commerciales. Ces affrontements reflètent des dynamiques complexes entre sociétés émergentes et puissances rivales, bien loin des récits héroïques souvent racontés. Les premiers habitants de cette région occupaient des territoires fragmentés, composés de cités-États indépendantes parfois alliées, parfois ennemies. Parmi eux, les Attis occupaient le centre de l'Anatolie, pratiquant l'agriculture et l'élevage. Leur société reposait sur des pratiques religieuses polythéistes et une organisation politique locale serrée.
Leur influence s'étendait le long des hauts plateaux, où ils développèrent une culture distinctive, souvent sous pression extérieure. Ces tensions entraînèrent des petites escarmouches dont les traces archéologiques esquissent une histoire militaire encore peu documentée. Au sud, les premières dynasties assuraient une présence durable dans les vallées fertiles, multipliant engagements pour sécuriser les passages fluviaux. On y rencontre régulièrement des conflits pour la maîtrise de zones stratégiques, en particulier près des rivières majeures. Le rôle des premiers combats en Anatolie réside non seulement dans la conquête territoriale, mais aussi dans la lutte pour l'accès aux ressources précieuses comme le cuivre, largement exploité depuis le 4e millénaire avant notre ère. Cette quête fut un facteur déterminant pour l'essor de petites cités fortifiées, protégées par des remparts construits à la hâte en période de menace. Les rivalités prirent souvent la forme de guerres de siège, où les assaillants exploitaient techniques et tactiques susceptibles d'affaiblir durablement leurs adversaires. L'archéologie moderne a permis de découvrir des vestiges impressionnants, témoins de ces luttes. Des armes en bronze, des pointes de flèches, mais aussi des traces de fortifications imposantes renforcent notre compréhension des méthodes militaires mises en œuvre. Toutefois, ces affrontements ne se limitaient pas à la simple conquête. Ces guerres étaient aussi des réactions à des déplacements de population, provoqués par des changements climatiques ou des pressions socio-économiques. Des peuples nomades cherchaient parfois refuge ou nouvelles terres à exploiter, ce qui déclenchait des conflits avec les habitants établis. Ces ensembles mouvants modifièrent durablement le paysage politique anatolien, complexifiant les alliances et les inimitiés. Parmi ces peuples, les Kaskas représentent un exemple marquant. Installés dans les régions montagneuses au nord, ils se montrèrent fréquemment hostiles aux expansions venues du sud. Leur mode de vie semi-nomade leur permettait d'intervenir rapidement, attaquant les avant-postes sans intention d'occupation durable. Cette stratégie défensive provoqua des réactions militaires importantes chez des voisins plus sédentaires. Un autre acteur majeur fut le peuple des Luviens, qui occupait la partie sud-ouest de l'Anatolie. Leur organisation politique s'appuyait sur des royaumes structurés et une culture caractérisée par l'usage d'une langue ancienne appartenant à la famille indo-européenne. Ils jouèrent un rôle crucial dans l'établissement de premières coalitions régionales, cherchant souvent à contenir les assauts des groupes rivaux. Des documents administratifs retrouvés en tablettes d'argile permettent d'éclairer leur stratégie diplomatique et militaire. Les conflits en Anatolie préclassique se déployaient également sur un terrain géographique varié. Des plaines fertiles aux crêtes escarpées, chaque environnement influençait les méthodes de combat. Dans les vallées, les armées utilisaient des chars légers et de l'infanterie, tandis que dans les zones montagneuses, les tactiques d'embuscade prenaient le dessus. Cette diversité imposait aux belligérants une grande capacité d'adaptation et de connaissance du terrain. La principale motivation de ces affrontements restait la sécurisation des voies commerciales, notamment la fameuse route de l'étain, matière essentielle à la fabrication du bronze. Gouverner un carrefour commercial assurait aussi richesse et influence politique. Aussi, ces luttes étaient souvent imprégnées par des enjeux économiques globaux, dépassant parfois les simples rivalités locales. La recherche contemporaine met en lumière l'importance des échanges culturels malgré les conflits. La coexistence sur certains territoires permit des emprunts technologiques et artistiques, enrichissant chaque peuple. Cette dynamique complexe va à l'encontre d'une vision simpliste exclusive de guerre ou paix. Dans ce contexte, certains chefs de guerre émergèrent, leurs noms parfois conservés grâce à des inscriptions anciennes. Parmi eux, un personnage légendaire, nommé Palla, aurait dirigé une coalition hatti à la fin du 3e millénaire avant notre ère, tentant d'unifier les forces contre des envahisseurs venus du nord. Son histoire illustre la difficulté d'unir des factions souvent divisées par des intérêts divergents, bien que son action ait marqué temporairement le paysage politique. Les conflits en Anatolie préclassique
montrent également un aspect religieux sous-jacent. Les cultes invoquaient des divinités protectrices avant la bataille, et des temples dédiés furent parfois la cible de destruction volontaire pour affaiblir l'ennemi sur le plan spirituel. Cette dimension sacrée renforçait le sens des affrontements, mêlant foi et guerre. À mesure que ces guerres s'égrenaient sur plusieurs siècles, les conséquences se révélaient profondes. Des transformations culturelles, démographiques, mais aussi politiques. Certaines cités disparurent, englouties ou abandonnées, tandis que d'autres s'agrandirent et prospérèrent à la faveur des alliances victoriennes. Les vestiges retrouvés, bien que fragmentaires, permettent de reconstituer une image vivante de ces temps troublés, où le pouvoir s'exerçait à travers des conflits parfois silencieux. Ces batailles oubliées constituent une clé pour comprendre l'évolution de l'Anatolie avant l'ère classique, posant les bases des empires à venir, comme celui des Hittites. Ainsi, l'étude de ces affrontements éclaire la complexité des relations humaines dans une région cruciale de l'histoire ancienne. Elle invite à repenser les notions de conquête et de résistance, en tenant compte de la multiplicité des acteurs et des facteurs en jeu. Ces récits enrichissent notre perspective sur un passé souvent éclipsé par des événements plus célèbres. À l'ombre de ces luttes, la continuité des échanges culturels, économiques et stratégiques dessinait les contours d'une Anatolie en pleine mutation entre traditions anciennes et aspirations nouvelles. C'est dans ce contexte que se préparent les chapitres suivants, qui analyseront l'essor des premières grandes puissances anatoliennes et leur impact sur la Méditerranée orientale. Les combats en Gaule pré-romaine. Leur armement était à la fois simple et efficace. Les guerriers utilisaient principalement des épées courtes appelées gladius, semblables à celles des Romains, mais avec une conception propre aux artisans gaulois, ainsi que des lances, des javelots et des haches. Ces outils n'étaient pas uniquement des armes, mais aussi des objets d'apparat reflétant le statut social. Les boucliers, souvent en bois recouvert de cuir, protégeaient efficacement contre les projectiles et les coups d'armes blanches. Les casques en fer, parfois ornés de cornes ou de motifs, indiquaient à la fois la fonction défensive et l'identification du combattant. Les tactiques employées se fondaient sur une maîtrise du terrain et une coordination entre unités distinctes. Les troupes légères composées d'éclaireurs et d'archers avançaient en éclaireurs tandis que les guerriers lourds formaient des lignes compactes prêtes à la mêlée. La mobilité était clé. Les Gaulois s'adaptaient aux collines, aux forêts et aux rivières, utilisant ces éléments naturels pour surprendre l'adversaire. La guerre de guérilla était courante, avec des embuscades et des attaques nocturnes causant souvent plus de dégâts que les batailles rangées. Les conflits entre tribus n'avaient pas seulement des motivations territoriales. Ils servaient aussi à affirmer la suprématie d'un chef et à consolider des alliances par des démonstrations de force. Parmi les figures marquantes, on retrouve des chefs comme Vercingétorix, pourtant postérieurs à cette période spécifique, dont les ancêtres préparaient déjà le terrain pour des luttes incessantes entre tribus. Ces affrontements façonnaient l'identité de la Gaule, renforçant le sentiment de communauté confrontée à des défis constants. Les résultats de ces combats étaient variés. Parfois, ils débouchaient sur des traités de paix temporaires ou des mariages entre familles tribales, renforçant ainsi les liens intertribaux. D'autres fois, la victoire d'une tribu entraînait le déplacement ou l'assimilation des vaincus. Ces victoires et défaites contribuèrent à remodeler la carte politique de la Gaule avant l'arrivée romaine. La résistance farouche de ces peuples trouva cependant une limite face à la discipline et aux ressources de Rome. L'étude de ces batailles révèle également une diversité culturelle étonnante. Chaque tribu gauloise exprimait dans la guerre son organisation sociale, ses croyances et ses valeurs. Certains groupes privilégiaient les combats rapprochés, valorisant la bravoure personnelle, tandis que d'autres optaient pour des stratégies prudentes, adoptant la ruse et l'observation. Cette diversité
a nourri la richesse historique des régions gauloises et explique leur résistance parfois surprenante. Les fouilles archéologiques offrent aujourd'hui un éclairage précieux. Armes retrouvées, vestiges de fortifications et descriptions antiques permettent de reconstituer les modes de combat. Loin d'être de simples sauvages, les Gaulois pré-romains étaient des guerriers organisés, aguerris et innovants. Cette image renouvelée modifie profondément notre perception de ces peuples souvent caricaturés dans les récits classiques. Ils incarnaient une force vivante, animée par la volonté de préserver leur indépendance. Ces luttes internes ont finalement préparé le terrain aux nombreux défis qu'allait rencontrer la Gaule au moment de la conquête romaine. Elles sont le témoignage d'un monde en transition, d'une société complexe, encore largement méconnue. En explorant ces scènes de bataille, on découvre une multitude d'histoires individuelles et collectives où chaque combattant, anonyme ou célèbre, a laissé une trace dans la mémoire historique. Le passage subtil entre rivalité interne et la menace extérieure forgea progressivement l'identité gauloise. La mémoire de ces combats a été transmise, parfois déformée, dans les traditions orales et les récits mythologiques qui en gardent l'essence. Cette période, bien que moins spectaculaire que les grandes guerres romaines, offre une profondeur historique riche de sens et d'enseignements. Elle met en lumière les fondations sur lesquelles reposaient les sociétés celtes d'Europe. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration en évoquant à quel point l'arrivée de Rome transforma le paysage politique et militaire de ces terres, modifiant durablement le visage des combats en Gaule, ainsi que la destinée de ces peuples. Les guerres de Sicile oubliées. Les conflits armés qui se sont déroulés en Sicile au cours de l'Antiquité restent souvent dans l'ombre des grandes guerres gréco-romaines. Pourtant, cette île stratégique a été le théâtre de nombreuses batailles essentielles, influencées par des intérêts économiques et culturels variés. L'histoire de ces guerres oubliées mérite une attention particulière pour comprendre les dynamiques complexes qui ont façonné la Méditerranée. La position géographique de la Sicile, au centre de la mer Méditerranée, en a fait une plaque tournante du commerce et un point de contrôle vital entre l'Orient et l'Occident. Des puissances telles que les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et plus tard les Romains ont constamment cherché à dominer cette île pour tirer profit de ses ressources agricoles et de ses routes commerciales. Ces enjeux économiques ont souvent déclenché des conflits armés, parfois éclipsés dans les récits historiques par des affrontements plus célèbres. L'un des premiers conflits majeurs en Sicile a opposé les colonies grecques établies sur l'île aux populations autochtones. Ces premiers affrontements, qui ont duré plusieurs décennies, étaient motivés par la lutte pour les terres fertiles et le contrôle des ports. Les cités-États grecques, comme Syracuse, ont rapidement émergé comme des centres de pouvoir, cherchant à étendre leur influence en Sicile et à repousser les peuples indigènes. Ainsi, l'île est devenue un melting pot culturel, où s'entremêlaient différentes traditions et intérêts. L'arrivée des Carthaginois a ajouté une nouvelle dimension aux guerres siciliennes. Cette puissance maritime nord-africaine, consciente de l'importance stratégique de l'île, a cherché à établir une dominance commerciale et militaire. Les conflits entre Carthage et les cités grecques se sont intensifiés, notamment autour des territoires riches en ressources agricoles et des routes maritimes. Ces luttes ont souvent été marquées par des alliances fluctuantes, où plusieurs acteurs locaux jouaient un rôle stratégique. Un personnage clé de ces guerres oubliées est le général carthaginois Hannibal Mago. Son nom est souvent éclipsé par celui de son homonyme plus célèbre, mais ses campagnes en Sicile ont eu un impact considérable. Hannibal Mago a réussi à unir plusieurs factions carthaginoises et à mener des sièges décisifs contre les villes grecques, ce qui a temporairement changé l'équilibre des pouvoirs sur l'île. Son sens stratégique et sa capacité à mobiliser les ressources militaires montrent l'importance de ces conflits souvent négligés. Les guerres en Sicile n'étaient pas seulement des affrontements militaires, mais aussi des luttes culturelles. Les influences grecques,
carthaginoise et indigène ont convergé, créant un paysage social complexe. Chaque victoire ou défaite avait des conséquences profondes sur les échanges culturels, les relations économiques et la structure politique locale. Cela explique pourquoi la Sicile a conservé une identité multiculturelle même après l'avènement romain. L'économie de la Sicile, fondée principalement sur l'agriculture, notamment la culture des céréales et de l'huile d'olive, a aussi été au cœur des conflits. La possession des terres fertiles représentait un enjeu crucial pour les cités rivales. La maîtrise des îles voisines et des ports permettait également de contrôler le commerce maritime, notamment celui des céréales, vital pour la survie des grandes cités méditerranéennes. Ces facteurs économiques ont alimenté la durée et la virulence des hostilités. Par ailleurs, les guerres en Sicile ont vu l'utilisation de tactiques militaires innovantes spécifiques à l'environnement insulaire. Les armées ont dû s'adapter au relief accidenté, aux zones montagneuses et aux nombreuses côtes. Les sièges de villes fortifiées, souvent perchées sur des hauteurs stratégiques, ont exigé des stratégies bien pensées, mêlant assaut direct et blocus prolongé. Cette particularité a influencé le développement des techniques de guerre en Méditerranée. Un autre acteur notable de ces conflits est Dionysos de Syracuse, un tyran grec dont le règne a été marqué par des efforts pour défendre la cité contre les assauts carthaginois. Sa gouvernance témoigne de la complexité politique de l'époque, oscillant entre des mesures autoritaires pour maintenir l'ordre et des tentatives diplomatiques pour consolider des alliances. La figure de Dionysos illustre combien les dirigeants locaux de Sicile jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des forces face aux puissances étrangères. En conclusion, les guerres oubliées de Sicile composent un chapitre essentiel de l'histoire antique, révélant des conflits aux multiples facettes économiques, culturelles et militaires. Loin d'être de simples tremplins vers les fameuses guerres puniques, ces batailles montrent la richesse et la complexité de l'histoire méditerranéenne. Comprendre ces événements éclaire la façon dont la Sicile a été un carrefour dynamique, parfois violent, où se sont négociées les influences qui allaient façonner la région pour des siècles. Ainsi, ce panorama des guerres en Sicile ouvre la voie à l'étude des interactions plus larges entre les grandes puissances méditerranéennes dans la période suivante, où les enjeux politiques et militaires prennent une dimension encore plus vaste et déterminante. La bataille du plateau de Tanais aujourd'hui, nous allons explorer un épisode souvent oublié de l'Antiquité. Une bataille qui s'est déroulée sur les vastes plaines du Tanais, une région clé entre l'Europe et l'Asie. Ce conflit opposait deux mondes profondément différents. Les peuples nomades, maîtres des steppes, et les sociétés sédentaires qui occupaient des terres fertiles riveraines. Leur affrontement marqua un tournant dans la maîtrise des territoires du nord-est de la mer Noire, et ses répercussions se firent ressentir bien au-delà de cette zone géographique. Pour comprendre la portée de cette bataille, il est essentiel de replacer son contexte historique. La région du Tanais, connue aujourd'hui sous le nom de fleuve Don, formait une frontière naturelle et culturelle. D'un côté, les peuples nomades tels que les Scythes ou les Sarmates, dont la mobilité et la maîtrise de l'équitation constituaient un atout stratégique majeur. De l'autre, des peuples agriculteurs et commerçants installés dans des villages et cités, liés à des réseaux d'échanges étendus avec les civilisations grecques et mésopotamiennes. Leur cohabitation était fragile et souvent marquée par des tensions liées aux ressources. La bataille du plateau de Tanais éclata au cours du IIIe siècle avant notre ère, à une époque où les équilibres politiques étaient instables. Les nomades, poussés par la nécessité de trouver de nouvelles pâtures et ressources, multipliaient les incursions dans les territoires sédentaires. Ces derniers, conscients du danger, renforcèrent leur défense et tentèrent de former des alliances. Ce conflit n'était donc pas un simple affrontement ponctuel, mais le résultat d'une dynamique longuement préparée par des années de rivalité et de confrontation précédentes.
Le chef des peuples nomades lors de cet affrontement s'appelait Argantonius, un guerrier réputé pour sa stratégie et son charisme. Son nom est mentionné dans plusieurs chroniques grecques et romaines, témoignant de son influence parmi les tribus. Argantonius avait réussi à fédérer plusieurs clans sous sa bannière, créant ainsi une force considérable. De l'autre côté, les sédentaires étaient dirigés par un stratège nommé Démosforos, homme de grande sagesse, qui avait l'appui d'une coalition de cités riveraines et qui misait sur une défense solide et organisée. Les préparatifs furent intenses. Argantonius mobilisa ses cavaliers lourds et archers, sachant que la rapidité et la mobilité seraient leurs meilleurs atouts. Démosforos, pour sa part, se concentra sur la construction de fortifications temporaires et la coordination des troupes composées d'infanterie et de tireurs à l'arc. Le plateau choisi pour le combat était une vaste étendue herbeuse avec peu de relief, ce qui avantageait les cavaliers nomades, mais laissait peu de refuge aux combats rapprochés. Chacune des armées avait conscience que cette bataille pourrait décider du contrôle futur de la région. Le déroulement de la bataille fut marqué par des manœuvres prudentes dans un premier temps. Argantonius tenta plusieurs charges rapides pour tester la solidité des lignes sédentaires. Ces attaques furent repoussées sans trop de pertes grâce à la discipline des troupes de Démosforos. Progressivement, un équilibre instable s'installa, et les deux camps cherchaient à exploiter le moindre avantage. Les nomades utilisaient leurs arcs à cheval pour harceler les positions ennemies, tandis que les sédentaires cherchaient à canaliser les assauts vers des pièges et des embuscades soigneusement préparés. Un tournant survint lorsque Démosforos mit en œuvre une stratégie innovante. Il ordonna à ses soldats de créer une formation compacte et de se déplacer en conjonction avec les cavaliers, atténuant ainsi l'impact des charges. Cette tactique permit de réduire la mobilité des nomades, les forçant à engager des combats plus rapprochés où leurs armes longues étaient moins efficaces. La bataille gagna en intensité, chaque camp payant un lourd tribut. Le courage et la ténacité des combattants furent exceptionnels, bien que sans éclat héroïque spectaculaire. Les récits de cette bataille, bien que rares, insistent sur la rigueur des combats et l'ingéniosité tactique démontrée. L'affrontement dura plusieurs journées, les deux camps subissant fatigue et pertes continues. Finalement, la supériorité numérique et la meilleure organisation des sédentaires permirent à Démosforos de prendre l'avantage. Argantonius, malgré sa bravoure, fut contraint de battre en retraite, emmenant avec lui les survivants vers les steppes, laissant au groupe sédentaire le contrôle du plateau et des terres environnantes. Les conséquences de cette victoire furent significatives. La région du Tanais devint une zone frontière fortement surveillée et intégrée dans les réseaux commerciaux de l'Antiquité. Les peuples nomades continuèrent à exercer une influence, mais désormais dans un cadre moins agressif et plus coopératif. Plusieurs alliances furent négociées et l'influence grecque dans la région se renforça grâce à cette sécurisation des routes. Cette bataille symbolise ainsi le passage progressif de la domination nomade vers une coexistence plus stable et une sédentarisation accrue dans certaines zones. Au-delà de la dimension militaire, cet épisode témoigne de la complexité des interactions entre peuples aux modes de vie radicalement différents. Il illustre aussi comment la géographie, le climat et les nécessités économiques façonnaient les mutations sociales. Le plateau de Tanais devint ainsi un espace de convergence, marqué par les échanges culturels et technologiques. Les découvertes archéologiques apportent aujourd'hui un éclairage précieux sur cette période. Des vestiges d'armes, des restes de fortifications, ainsi que des objets quotidiens ont été exhumés, permettant de mieux comprendre l'organisation militaire et la vie courante des deux camps. Ces éléments confirment les récits anciens, tout en montrant la richesse et la diversité des cultures impliquées. Ils soulignent également que le conflit fut loin d'être un simple affrontement binaire, mais une interaction complexe entre plusieurs groupes. Enfin, cette bataille du plateau de Tanais
témoignent d'un moment clé dans l'évolution des civilisations anciennes, souvent éclipsées par les événements plus célèbres de la Méditerranée ou du Proche-Orient. Elles rappellent que les dynamiques de pouvoir, de conflit et de paix se jouaient également sur ces vastes étendues à l'intersection des mondes. Cette histoire, bien qu'à peine évoquée dans les manuels classiques, conserve une leçon précieuse sur la manière dont les sociétés humaines s'adaptent et se transforment face aux défis. Ainsi, en quittant le plateau de Thanai, nous laissons derrière nous les traces d'une bataille oubliée, mais pleine d'enseignements. Cette confrontation entre nomades et sédentaires illustre la complexité des rapports humains dans l'Antiquité et ouvre la voie à la prochaine histoire, qui portera sur une autre bataille tout aussi méconnue, révélant encore une fois les enjeux cachés du passé. Les campagnes oubliées des satrapes perses. Les satrapes perses, nommés par le roi, exerçaient une autorité considérable sur leur province, mêlant pouvoir civil et militaire. Leur rôle dépassait la simple administration. Ils devaient également maintenir l'ordre et repousser toute révolte ou invasion minoritaire. Pourtant, nombre de leurs expéditions militaires demeurent peu documentées, éclipsées par les guerres majeures connues à travers l'histoire antique. Dans les vastes territoires de l'Empire perse, répartis de la mer Égée aux confins de l'Inde, chaque satrape garda une armée locale. Ces troupes servaient surtout à protéger la région d'assaillants occasionnels et à assurer le prélèvement des tribus exigé par la cour royale. La composition militaire variait selon les ressources disponibles, mêlant cavalerie lourde, fantassins armés de javelots et parfois unités mercenaires. Parmi les satrapes, certains se distinguèrent par leurs campagnes dont les traces sont rares. Par exemple, Artapherne, gouverneur de Phrygie, mena une série d'opérations discrètes contre des tribus rebelles dans les marges de l'Anatolie. Son action, bien que rapportée seulement dans des archives comptables, démontra l'importance de la gestion locale pour la stabilité impériale. Les satrapes dirigeaient leurs campagnes de manière méthodique, souvent en concertation avec les commandants militaires envoyés par le roi. L'objectif principal n'était pas la conquête, mais la sécurisation des frontières internes, afin d'éviter le développement de foyers insurrectionnels pouvant menacer l'intégrité du territoire. Cette approche conservatrice diffère des grandes invasions souvent relatées par les historiens classiques. À l'époque achéménide, les contingents satrapiques étaient également soumis à une rotation pour éviter toute concentration excessive de pouvoir. Chaque chef de guerre redoublait d'attention pour démontrer sa loyauté au souverain, par des opérations ciblées, limitées dans le temps, principalement pour contenir les incursions des peuples voisins. Ces batailles, bien que mineures en apparence, jouaient un rôle crucial dans le maintien de la suprématie perse. Le matériel archéologique révèle que certaines de ces campagnes se caractérisaient par des sièges contrôlés sans confrontation directe majeure. Des inscriptions fragmentaires, comme celle découverte à Pasargad, traduisent la volonté administrative des satrapes à contrôler la population par la force si nécessaire, sans toutefois engager des batailles coûteuses pour leur armée. Le maintien de la paix dépendait ainsi davantage des démonstrations de force que des affrontements prolongés. Un autre exemple notable concerne le satrape Mazarès en Méditerranée occidentale. Sa mission initiale consistait à réprimer des rébellions dans les cités ioniennes et lyciennes. Sa stratégie fut de renouveler des alliances politiques tout en lançant quelques escarmouches. Malgré leur discrétion, ces opérations influencèrent les échanges commerciaux dans la région, assurant la continuité du pouvoir perse sur des territoires éloignés. L'administration des satrapies combinait rigueur et pragmatisme, ce qui se reflétait dans leurs campagnes militaires. Les listes de provisions, les détails logistiques consignés dans les tablettes cunéiformes témoignent d'une organisation poussée. Cette efficacité bureaucratique explique en partie pourquoi l'Empire perse domina tant de régions diverses, malgré des conflits considérés comme secondaires dans les annales classiques. Les troupes satrapiques,
comprenaient souvent des alliances avec des peuples locaux, intégrés dans l'armée par des accords matrimoniaux ou politiques. Cette intégration favorisait la connaissance des terrains et des coutumes, permettant des campagnes militairement adaptées et moins coûteuses. La fidélité des soldats venus de divers horizons facilitait la stabilité après la conclusion des opérations militaires. Il est important de souligner que ces campagnes, bien que modestes à l'échelle de l'Empire, pouvaient avoir des implications majeures pour la sécurité des routes commerciales terrestres et maritimes. La protection des voies d'approvisionnement garantissait une circulation régulière des biens et des troupes, essentielle à la survie économique et politique des provinces. Certains satrapes firent preuve d'une habileté politique remarquable, tirant parti de ces opérations militaires limitées pour asseoir leur prestige personnel auprès du roi. La correspondance conservée de Darius Ier mentionne ainsi plusieurs rapports exhaustifs sur les campagnes satrapiques, démontrant l'attention portée à la discipline militaire et à la gestion des populations civiles. Dans ces campagnes, la logistique était primordiale. L'approvisionnement en nourriture, en eau et en matériel nécessitait une planification détaillée et l'utilisation de réseaux de stockage locaux. La réussite de ces expéditions se mesurait donc autant à la stabilité post-campagne qu'au succès tactique sur le terrain. La perpétuation du contrôle satrapique dépendait de cette synergie entre administration et forces armées. Les sources antiques, souvent centrées sur les grands dirigeants, omettent ces épisodes militaires plus modestes. Pourtant, leur compréhension est essentielle pour saisir la complexité de l'Empire perse, fondé sur une mosaïque de peuples, de langues et de pouvoirs décentralisés. Les luttes contre des insurrections mineures étaient omniprésentes et indispensables à la cohésion impériale. En analysant les ruines administratives et militaires, on découvre des indices suggérant que certaines expéditions se déroulaient dans des zones aujourd'hui peu accessibles, ce qui explique en partie leur discrétion dans les archives écrites. Des campagnes contre des ethnies montagnardes, refusant l'autorité perse, reflètent une résistance persistante tout au long de la période achéménide. Ainsi, malgré leur aspect localisé, ces campagnes satrapiques représentaient un maillon essentiel de la défense globale de l'Empire. Elles témoignent d'une stratégie impériale pragmatique axée sur la prévention des conflits majeurs par le contrôle continu des marges. Cette perspective complète, celle souvent privilégiée dans les récits historiques centrés sur les grandes batailles et invasions extra-européennes. Le rôle des satrapes, à la fois administrateurs et commandants militaires, illustre la complexité du modèle perse. Leur double fonction leur imposait un équilibre délicat entre autorité politique et action militaire, sans jamais perdre de vue la fidélité au souverain. Cette dynamique explique en partie la longévité relative de l'Empire et sa capacité à intégrer des territoires vastes et hétérogènes. Certaines campagnes satrapiques se déroulaient en réponse à des perturbations climatiques ou économiques locales, aggravant les tensions sociales. Les archives témoignent que les satrapes de l'époque mettaient en œuvre des mesures restrictives, parfois accompagnées d'interventions militaires pour sécuriser les récoltes ou maintenir l'ordre dans les villes. Ces opérations, à défaut d'être spectaculaires, montrent la dimension multifonctionnelle de leurs tâches. Les rapports militaires, rapportant les pertes humaines, les équipements récupérés ou détruits, étaient destinés aux trésoriers impériaux. La précision de ces documents révèle un système bureaucratique avancé, renforçant le contrôle central tout en laissant aux satrapes une marge d'initiative significative. Cette organisation contribuait à limiter les abus et à optimiser les ressources mobilisées. Au fil du temps, les satrapes développèrent une expertise locale grandissante, adaptèrent leur stratégie aux spécificités géographiques et culturelles de leur satrapie. La flexibilité tactique était un atout majeur dans ces campagnes, permettant de traiter rapidement des menaces souvent sporadiques et décentralisées. Cette adaptabilité explique la rareté des grands affrontements dans ces territoires administrés. En conclusion, ces campagnes oubliées
bien qu'omises des récits héroïques, étaient des opérations clés pour la stabilité de l'Empire perse. Leur étude offre une vision plus nuancée de la gestion impériale et de son efficacité durable. En poursuivant cette exploration, nous pourrons mieux comprendre les défis auxquels faisaient face les satrapes et l'importance de leur rôle dans le maintien de l'ordre ancien. Cette analyse nous conduit maintenant à examiner les influences culturelles et administratives des satrapes sur les populations locales, un sujet qui sera approfondi dans la prochaine section. Les sièges mystérieux de la péninsule ibérique ancienne. Dans l'Antiquité, la péninsule ibérique était le théâtre de nombreux conflits oubliés, bien avant la conquête romaine. Ces sièges mystérieux révèlent une complexité militaire souvent méconnue, où se mêlèrent stratégie ingénieuse, technologie primitive et détermination farouche des peuples locaux. Les protagonistes de ces affrontements étaient principalement les peuples indigènes, tels que les Celtibères, les Ilergètes et les Lusitanies, souvent unis dans une lutte commune contre des envahisseurs ou entre eux pour le contrôle de territoires clés. Les techniques employées lors de ces sièges variaient selon les ressources et les connaissances des assiégeants. Un élément répandu était l'utilisation de tours de siège en bois, montées rapidement et déplacées à l'aide de roues, permettant aux assaillants de franchir les murailles. Les défenseurs, pour leur part, mettaient en œuvre des contre-mesures comme des projectiles lourds, des trappes dissimulées et des systèmes d'écoulement d'eau visant à affaiblir les fondations des murs. On retrouve aussi des exemples de fouilles souterraines destinées à faire s'effondrer des sections des fortifications. Parmi ces conflits, celui opposant les Celtibères de Numance à des tribus voisines est particulièrement emblématique. Numance, située dans la région actuelle de Soria, résista à plusieurs sièges grâce à une organisation exceptionnelle de ses habitants et à une connaissance avancée des techniques de défense. Les assiégeants tentèrent des blocus prolongés sans succès immédiat, espérant affamer la cité. Cependant, les habitants possédèrent des réserves bien planifiées et un réseau de communication secret qui leur permit de tenir pendant des années, illustrant la résilience des populations pré-romaines. D'autres sièges moins documentés concernent les combats entre forces ibériques à propos des ressources minières et des points stratégiques le long de la côte méditerranéenne. Ces confrontations, souvent brèves mais violentes, mettaient en avant une composante essentielle: le contrôle des voies commerciales. Les villes fortifiées jouaient un rôle central dans cette lutte, non seulement comme bastions défensifs, mais aussi comme centres économiques et culturels, conférant un statut stratégique clé aux sièges qui s'y déroulaient. Les conflits impliquaient aussi la manipulation de matériaux spécifiques. Le bois, facile à couper mais sensible au feu, était utilisé pour les machines de siège et les barrières de mobile. La pierre servait principalement à renforcer les murs et à créer des projectiles lourds. Une utilisation ingénieuse des armatures métalliques, bien que limitée par la technologie de l'époque, permit de renforcer certains équipements. On observe également des tentatives d'utiliser la chaleur pour affaiblir la structure adverse, notamment par des incendies ciblés sous les soubassements en bois. Le rôle des chefs militaires était crucial dans ces sièges. L'un d'eux, Zarco, un chef lusitanien, est connu pour avoir dirigé avec fermeté une défense contre une coalition plus nombreuse, utilisant des tactiques de harcèlement pour fatiguer l'ennemi avant de rejoindre les fortifications principales. Sa connaissance du terrain et la capacité à maintenir le moral des troupes furent déterminantes. Zarco enseignait à ses guerriers l'importance de la discipline et de la patience, éléments indispensables lors de sièges où chaque jour gagné était un pas vers la victoire. Une autre figure remarquable fut Béticus, stratège ibérique qui privilégia une approche plus offensive. Plutôt que de rester passif face aux assiégeants, il organisa des attaques nocturnes, déstabilisant les lignes ennemies. Cette audace permit de raccourcir certains sièges qui auraient pu durer des mois. Baeticus utilisait également des messages codés pour coordonner ses mouvements.
démontrant un niveau de sophistication notable dans la gestion des forces. Les conditions de vie pendant ces sièges ajoutaient une dimension humaine aux événements. Les habitants, enfermés derrière les murailles, devaient gérer rationnement de la nourriture, stress et maladies. Certains textes archaïques mentionnent l'utilisation de remèdes à base de plantes locales pour soigner des blessures ou maintenir la santé. Ces aspects, bien que souvent négligés, influençaient largement la durée et l'issue des affrontements, soulignant combien la guerre affectait profondément la vie quotidienne. Sur le plan tactique, les sièges montrèrent souvent une alternance entre phases d'attaque intense et périodes de retrait, permettant aux deux camps de récupérer. Cela créait une sorte de lutte d'endurance où la supériorité matérielle pouvait être compensée par la ténacité et la ruse. Les forces ibériques excellaient dans la connaissance du terrain accidenté, ce qui leur donnait un avantage dans les embuscades et la protection des zones clés. La mobilisation des populations était également un point essentiel. Les guerriers n'étaient pas toujours des professionnels, mais souvent des paysans et artisans appelés à défendre leur cité. Cette implication collective renforçait la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. Les anciens jouaient un rôle de conseillers, transmettant une mémoire stratégique précieuse. Ces éléments montrent que ces sièges étaient autant des conflits militaires que des moments de construction identitaire. Une innovation notable fut l'utilisation de dispositifs pour dévier ou canaliser l'eau, ce qui servait aussi bien à alimenter les habitants sous siège qu'à inonder les positions ennemies. Certains sièges virent ainsi l'émergence de véritables ingénieurs, capables d'adapter les ressources naturelles avec ingéniosité pour soutenir la défense ou l'attaque. La maîtrise de l'environnement naturel était un facteur souvent déterminant dans ces opérations. L'analyse des sources archéologiques donne un aperçu unique de ces batailles. Des traces de charpentes carbonisées, de fosses remplies de débris et de projectiles en pierre ont été découvertes sur plusieurs sites. Ces vestiges confirment la violence des combats et l'importance des techniques spécifiques employées. Ils permettent également d'estimer la durée de certains sièges et de comprendre la progression des armées, enrichissant ainsi notre connaissance de cette période. Les sièges dans la péninsule ibérique ancienne ne se limitaient pas uniquement à des affrontements physiques. Ils étaient souvent accompagnés de négociations et de jeux d'alliances complexes entre différentes tribus. La diplomatie jouait un rôle subtil, parfois plus influent que les armes. Ces aspects montrent que la guerre dans cette région ne se réduisait pas à la force brute, mais intégrait des dimensions politiques et culturelles profondément ancrées. Enfin, ces batailles oubliées posent la question de leur influence sur les conflits ultérieurs, notamment ceux de la conquête romaine. L'expérience acquise dans ces sièges peut avoir inspiré certaines techniques utilisées plus tard, suggérant une transmission des savoir-faire militaires. Comprendre ces épisodes anciens permet ainsi de mieux saisir l'évolution de la guerre en Méditerranée occidentale et la place singulière que la péninsule ibérique y occupa. Ainsi s'achève cette exploration des sièges mystérieux de la péninsule ibérique ancienne. Les menaces, les tactiques et les destins qui s'y sont joués dessinent une histoire riche, presque enfouie sous les récits plus célèbres. Nous poursuivrons bientôt avec d'autres chapitres révélant d'autres aspects fascinants de cette période complexe. Affrontements dans le bassin de l'Indus préhistorique. Dans les temps anciens, la vallée de l'Indus a été le théâtre d'une civilisation remarquable, reconnue principalement pour son urbanisme avancé et son système d'écriture encore partiellement déchiffré. Pourtant, malgré l'abondance d'artefacts, les preuves tangibles d'affrontements militaires demeurent rares. Cette rareté soulève un questionnement. Les habitants de cette région vivaient-ils en paix relative, ou bien leurs conflits échappent-ils à notre compréhension actuelle? Les recherches archéologiques récentes apportent quelques indices fascinants. Les fouilles effectuées à Mohenjo-Daro et Harappa, deux des principales cités de la vallée,
ont révélé des structures de fortification imposantes. Ces défenses suggèrent la nécessité de protection contre des agressions extérieures, bien que l'absence d'armes à grande échelle intrigue. Parmi les objets retrouvés, quelques armes en cuivre et pierre polie figurent. Leur usage exact reste disputé. Utilitaire, symbolique ou guerrier. Ces artefacts reflètent cependant une connaissance certaine des techniques martiales rudimentaires. L'interprétation des marques sur certains squelettes exhumés apporte un éclairage précieux. Des fractures et blessures obliques indiquent vraisemblablement des confrontations violentes, peut-être des affrontements de petites communautés ou des conflits internes. L'étude de ces ossements met en lumière un aspect méconnu, celui de lutte au cœur même des derniers stades de cette civilisation. Peu avant son déclin spectaculaire, vers 1700 avant notre ère, la stratégie militaire dans la vallée de l'Indus reste un mystère partiel. L'absence de textes explicites sur les guerres, contrairement à celle des civilisations mésopotamiennes ou égyptiennes, ne signifie pas une absence de conflit. Au contraire, certaines découvertes dévoilent une organisation sociale avancée, où la défense pourrait avoir été centralisée, assurée par des groupes spécialisés, peut-être sous le commandement d'une élite émergente. Moins visible que les armées classiques, ces forces pourraient avoir privilégié des formes de combat opportunistes. Les échanges culturels et commerciaux entre les cités de l'Indus et leurs voisins ont probablement joué un rôle dans la dynamique des conflits. On note des influences provenant des régions environnantes, notamment de Sumer, qui à son tour témoignait de conflits armés fréquents. Les alliances, mais aussi les rivalités, ont pu générer des tensions sporadiques, invisibles dans les archives écrites, mais perceptibles via l'archéologie matérielle et stratigraphique. Cette perspective ouvre une fenêtre nouvelle sur ces sociétés complexes. Certaines hypothèses envisagent également des invasions ou des migrations provoquant des affrontements. L'analyse des couches de destruction autour de certaines cités évoque des épisodes de violence organisée, possiblement liés à des groupes venus de l'extérieur. La nature de ces incursions est sujette à débat, entre mouvements migratoires pacifiques et raids violents. Le contexte climatique, avec des changements environnementaux, pourrait avoir exacerbé les conflits liés aux ressources limitées. Parmi les rares témoignages, celui d'une statuette retrouvée à Harappa suggère la présentation d'un guerrier ou d'un protecteur. L'interprétation de ce type d'objet reste cependant délicate. Armes symboliques, artefacts rituels ou représentation d'un modèle de force sociale. Cette piste soulève la question du rôle des figures martiales dans la culture de l'Indus, souvent perçue comme pacifique, et invite à une relecture de la société sous un angle guerrier plus nuancé. La disposition urbaine elle-même peut révéler des indices. Certaines cités présentaient une organisation rigoureuse, avec des quartiers séparés, probablement pour des raisons de sécurité ou de contrôle social. Les ruelles étroites et la topographie étudiée des cités pourraient refléter une planification défensive destinée à ralentir ou canaliser des intrusions. Cette hypothèse souligne le souci permanent de protection contre des menaces diverses, internes ou externes. L'absence d'uniforme ou d'armure retrouvée peut témoigner d'une forme de conflit différente des guerres classiques. Peut-être les affrontements étaient-ils limités en intensité ou en échelle, privilégiant des escarmouches, des raids éclairs plutôt que des batailles rangées. Cette configuration pourrait expliquer le peu d'armes clairement identifiées comme militaires. De plus, la valeur symbolique des conflits pourrait avoir primé sur leur aspect sanglant. L'étude des failles sociales et des hiérarchies naissantes suggère que les conflits pouvaient aussi être de nature politique, opposant différentes factions d'une même ville. Ces tensions internes seraient moins visibles que les affrontements entre États, mais tout aussi déterminantes pour l'évolution de la civilisation. Les indices d'une stratification sociale, les écarts dans les sépultures, renforcent l'idée d'un contexte marqué par des rivalités parfois violentes. Les textiles, souvent absents de l'archéologie, méritent une mention, car certains fragments trouvés
portèrent des traces de réparation ou d'ajustement. Ceci pourrait indiquer un usage guerrier ou de protection personnelle, ce qui ouvre une autre piste sur la tenue des combattants, encore largement à découvrir. Ces éléments indirects participent à une reconstruction progressive des réalités militaires de la région. Les vestiges d'équipements comme des haches ou des pointes de flèches provenèrent souvent de zones spécifiques, ce qui suggère une certaine spécialisation artisanale en lien avec des besoins militaires. Produire ces objets nécessitait des compétences précises, témoignant d'une organisation socio-économique capable de soutenir une activité guerrière. Ce fait contredit l'image simpliste d'une société uniquement dédiée à l'agriculture et au commerce. L'analyse comparée des sites voisins apporte une dimension nouvelle. Dans certaines régions proches de la vallée, les preuves d'affrontements sont plus nombreuses, avec des preuves de fortification, de charpentes de sièges et d'armement. Cela donne à penser que la vallée de l'Indus, si elle n'est pas restée isolée, aurait intégré des structures défensives adaptées à un contexte géopolitique instable, y compris en adoptant des tactiques et matériels importés. Le rôle des fleuves, notamment l'Indus, dans les conflits ne doit pas être sous-estimé. Ce réseau hydraulique crucial contrôlait la circulation, les ressources en eau et la fertilité des terres. Maîtriser ces flux a pu entraîner rivalité et affrontements entre cités, avec des dommages collatéraux pour les populations. Le contrôle des voies fluviales demeure un élément fondamental des stratégies de pouvoir à travers les époques et les régions. Les traces de feu et de destruction soudaine dans certains secteurs indiquent des attaques délibérées. Ces événements ont souvent entraîné des modifications structurelles, reconstructions et déplacements de population. Les archéologues peuvent ainsi reconstituer des cycles de conflits et de paix, offrant une perspective dynamique sur une société en perpétuelle adaptation face aux défis internes et externes, forts de leurs innovations techniques et organisationnelles. La raréfaction des preuves directes oblige cependant à un travail patient d'interprétation. Chaque nouvelle fouille peut remettre en question les hypothèses qu'on établit. C'est dans cette quête constante que les chercheurs révèlent, peu à peu, le volet militaire essentiel pour comprendre la complexité et la résilience de la civilisation de l'Indus. L'étude des objets symboliques, des architectures défensives et des restes humains consiste à reconstruire un tableau le plus complet possible. Ces éléments, pris dans leur globalité, montrent finalement que la paix apparente n'était pas synonyme d'absence totale de conflit. La vallée de l'Indus a connu des épisodes de tension, d'affrontements localisés et probablement de rivalités sanglantes malgré leur caractère fragmentaire dans les archives matérielles. Cette réalité nuance la vision idyllique souvent décrite, introduisant ainsi un supplément de réalisme dans notre connaissance historique. Les perspectives d'avenir dans ce domaine sont prometteuses. Les technologies modernes, telles que la tomographie par neutrons ou les relevés aériens sophistiqués, offrent de nouveaux moyens de repérer les vestiges enfouis. De même, les avancées dans la datation permettent d'affiner la chronologie des événements, distinguant avec plus de précision les phases de stabilité et de conflit. Ces progrès contribueront à éclairer le passé obscur des affrontements dans la vallée. Par ailleurs, la collaboration internationale entre archéologues, historiens et spécialistes des sciences naturelles enrichit les analyses. Elle permet de croiser les données issues de différentes disciplines, donnant une meilleure compréhension des conditions environnementales et humaines qui ont façonné les conflits. Les échanges entre équipes apportent ainsi une vision synthétique nouvelle, favorisant des interprétations plus nuancées et contextualisées. En conclusion, les rares mais significatives traces de combats dans la vallée de l'Indus nous rappellent combien l'histoire ancienne demeure un terrain d'enquête complexe. Loin d'être une simple chronique de paix, ces vestiges attestent de dynamiques sociales puissantes, de tensions et d'adaptation face aux défis. Ils invitent à poursuivre les recherches afin de révéler pleinement les multiples facettes des sociétés préhistoriques, dans un monde marqué
autant par la coopération que par les conflits. Ainsi, après cette exploration des affrontements préhistoriques dans le bassin de l'Indus, nous pourrons désormais aborder les enjeux militaires d'autres grandes civilisations anciennes, où les rivalités ont laissé une empreinte plus manifeste dans les archives historiques et archéologiques. Le rôle des alliances tribales dans les conflits antiques. Dans les sociétés antiques, les alliances tribales jouaient un rôle fondamental dans la conduite des conflits régionaux. Ces alliances, souvent complexes et fluctuantes, ne se limitaient pas à de simples accords militaires, mais représentaient un enchevêtrement d'intérêts politiques, économiques et culturels. Chaque tribu ou royaume, cherchant à préserver sa survie et son influence, les pactes formés entre eux pouvaient déterminer l'issue de guerres, parfois étendues sur plusieurs années ou décennies. Les alliances pouvaient s'établir à travers différents moyens, parmi lesquels le mariage était l'un des plus courants. Un exemple notable se trouve chez les anciens Celtes, où l'union entre familles dirigeantes renforçait les liens tribaux et assurait une coopération contre des ennemis communs. Ces alliances matrimoniales étaient stratégiques et comportèrent souvent des clauses précises, impliquant une aide militaire mutuelle en cas d'attaque extérieure. Parfois, ces engagements produisaient une stabilité durable, mais il arrivait également qu'ils soient à source de tensions internes. La trahison constituait un aspect inévitable dans ces relations. Elle pouvait survenir lorsque les priorités des tribus changeaient sous l'influence de facteurs comme la pression économique, l'évolution du pouvoir politique ou l'ambition d'un chef tribal. Un cas célèbre est celui des Étrusques, dont certains dirigeants rompirent des pactes pour s'allier avec des forces plus puissantes, modifiant ainsi l'équilibre préexistant au profit de Rome. Ces retournements de situation démontrent combien la fidélité dans ces alliances n'était pas garantie. L'interaction entre petits royaumes et grandes puissances se manifestait également dans l'utilisation d'alliés tribaux comme mercenaires ou forces complémentaires. En Égypte ancienne, par exemple, les souverains égyptiens s'appuyaient fréquemment sur des tribus nomades du désert pour renforcer leur armée dans des campagnes contre leurs ennemis. Ces alliances donnaient une flexibilité tactique considérable, bien que souvent temporaires et conditionnées par des paiements ou des bénéfices territoriaux. Il est essentiel de comprendre aussi l'aspect symbolique qu'avaient ces alliances. Les rituels qui accompagnaient la formation de pactes pouvaient impliquer des sacrifices, des échanges de présents et des serments publics. Ces cérémonies renforçaient le sentiment d'obligation morale entre les parties, rendant la rupture d'alliance non seulement une question politique, mais également une violation d'un engagement sacré. Cet élément religieux ou culturel accentuait la complexité des relations en jeu. Les conséquences de ces alliances et trahisons se percevaient directement sur la durée et l'extension des conflits. Certaines guerres locales rapidement enclenchées pouvaient se transformer en confrontations régionales exceptionnelles suite à l'invocation d'un traité d'aide ou à un retournement d'alliance. Parfois, un simple désaccord entre deux chefs tribaux amenait à une succession d'événements déclenchant une guerre à grande échelle, impliquant plusieurs royaumes. Un exemple marquant est celui de la guerre dite de la Ligue achéenne, où les alliances fluctuantes entre différentes cités grecques influencèrent largement la dynamique du conflit. Chaque cité poursuivait ses intérêts propres, mais se trouvait souvent contrainte de s'aligner momentanément en raison des alliances tribales ou dynastiques. L'étude de ces composantes montre combien les conflits antiques n'étaient jamais le fruit d'un affrontement unidimensionnel. L'importance des chefs dans le maintien ou la rupture des alliances ne doit pas être sous-estimée. Ces personnages charismatiques ou stratèges possédèrent souvent un pouvoir décisionnel considérable, façonnant le destin de leur peuple par la réussite ou l'échec des pactes qu'ils forgeaient. Par exemple, le roi Masinissa de Numidie sut habilement manipuler les alliances entre tribus au profit de Rome, consolidant son royaume au Moyen Âge. Par ailleurs, l'aspect économique jouait un rôle non négligeable dans les alliances tribales. Des ressources naturelles, comme le bétail, les terres fertiles
où les routes commerciales pouvaient être des éléments fondamentaux pour sceller ou rompre un pacte. Le contrôle de ces ressources assurait la prospérité d'une tribu ou d'un royaume, rendant les alliances indispensables pour la stabilisation ou l'expansion territoriale. La pression extérieure, notamment lors des invasions ou des tentatives de conquête par des forces étrangères, servait souvent de catalyseur à l'unification de tribus rivales. La peur d'un ennemi commun pouvait momentanément effacer des rivalités anciennes, donnant lieu à des coalitions inédites. Ces rapprochements, même temporaires, témoignent d'une stratégie de survie indispensable dans le contexte instable des empires antiques. Cependant, ces coalitions fragiles se révélaient souvent vulnérables aux ambitions personnelles. Le désir individuel d'un chef pouvait entraîner une trahison, juste au moment où la coalition semblait la plus solide. La compréhension de ces enjeux permet d'appréhender pourquoi des conflits longs et épuisants apparaissaient fréquemment, marqués par des retournements et alliances changeantes. Il convient également d'observer l'influence socio-culturelle que véhiculait une alliance. Les échanges entre tribus lors des pactes pouvaient entraîner des mélanges de coutumes, de langues et de croyances, forgeant souvent des identités hybrides. Cette influence mutuelle participait à la dynamique des conflits en modifiant la loyauté de certaines populations, parfois tiraillées entre anciennes et nouvelles affiliations. Enfin, la documentation historique sur ces alliances repose sur une diversité de sources, inscriptions, chroniques, récits oraux ou découvertes archéologiques. L'interprétation de ces sources souligne une réalité complexe, où la notion même d'alliance est polyédrique, regroupant des modalités diverses inattendues. Elle invite ainsi à une réflexion profonde sur les mécanismes du pouvoir antique et la nature des conflits qui conditionnèrent durablement le destin des civilisations. À mesure que les alliances tribales évoluaient, elles laissaient une empreinte indélébile sur le tissu politique et militaire du monde ancien. Leurs effets, perceptibles à travers les victoires, défaites ou transformations territoriales, témoignent de la diversité des stratégies adoptées par les acteurs historiques. Cette complexité invite à une approche renouvelée de l'étude des conflits antiques, ouvrant la voie à des analyses plus nuancées et globales. Ce survol des alliances tribales dans les conflits antiques met en lumière un domaine où le jeu des intérêts, de la loyauté et des trahisons a façonné profondément le cours de l'histoire. Dans la suite de ce voyage, nous aborderons comment ces dynamiques ont influencé l'émergence de structures politiques centralisées et la transition vers les États plus organisés. Conclusion sur l'importance historique des batailles oubliées. L'examen des batailles oubliées révèle une complexité profonde dans l'évolution des sociétés anciennes. Chacune d'elles illustre des stratégies militaires adaptées à leur époque, mais aussi des dynamiques culturelles et politiques souvent méconnues. Ces confrontations, bien que délaissées par l'historiographie traditionnelle, offrent un miroir unique sur les interactions humaines à travers les âges. Leur étude enrichit la compréhension des mécanismes de pouvoir et des choix faits par des dirigeants parfois anonymes. Au-delà des faits militaires, ces batailles témoignent des aspects sociaux des civilisations concernées. Elles montrent comment des communautés entières, parfois éloignées des grandes capitales, ont contribué à la formation des États. Par exemple, certaines confrontations impliquaient des alliances tribales ou des coalitions inattendues, reflet d'une réelle politique sophistiquée. Ces événements façonnaient non seulement le cours des guerres, mais aussi les cultures et traditions locales. Il est important de souligner que l'absence de sources détaillées ne diminue en rien la valeur de ces batailles. Les vestiges archéologiques, complétés par des études comparatives et des analyses interdisciplinaires, permettent de reconstruire progressivement ces épisodes essentiels. Le travail des historiens et archéologues montre que même les conflits les moins documentés ont eu un impact durable sur l'agencement géopolitique régional. Leur place dans les récits historiques mérite une reconnaissance accrue. Les conséquences de ces batailles oubliées s'observent également à travers leurs répercussions sur les institutions.
elles modifièrent parfois les systèmes de gouvernement, les lois ou les modes de vie. En effet, certaines victoires comme certaines défaites engendrèrent des changements dans la répartition des terres, dans l'organisation militaire ou dans les relations diplomatiques. Ces transformations se sont inscrites dans les dynamiques de long terme, qui conduisirent à la construction des États modernes. Par ailleurs, ces événements nous renseignent sur la diffusion des technologies militaires et culturelles. L'étude détaillée de matériel récupéré sur les champs de bataille, armes, fortifications, inscriptions, révèle des échanges entre peuples souvent considérés isolés. Cette circulation des savoir-faire et idées contribua à l'évolution globale des sociétés, favorisant notamment des innovations dans la gestion des ressources humaines et matérielles lors des conflits. L'analyse de ces batailles met aussi en lumière la diversité des formes de guerre dans le monde antique. Contrairement aux conflits célèbres et souvent uniformisés dans le temps, ils démontrent une pluralité d'approches tactiques selon les environnements, les objectifs ou les moyens disponibles. Cela souligne que la guerre fut un phénomène multifacette, influencé par les contextes géographiques, économiques et culturels propres à chaque société. En considérant leurs impacts psychologiques et symboliques, ces batailles montrent comment la mémoire collective se construit. Elles peuvent servir d'éléments de légitimation du pouvoir, de mythes fondateurs ou d'avertissement pour les générations futures. Le fait que certaines soient aujourd'hui oubliées ne signifie pas qu'elles furent insignifiantes à leur époque. Leur rôle dans la formation des identités locales ou nationales fut parfois central, bien que souvent éclipsé par d'autres récits plus dominants. L'intégration de ces batailles dans une vision plus large de l'histoire ancienne contribue ainsi à décentrer les perspectives eurocentriques ou centrées sur les grandes puissances. Cela invite à valoriser des sources diverses et à reconsidérer la complexité des rapports de force dans des espaces moins étudiés. L'histoire devient alors plus riche, plus nuancée et reflète mieux la pluralité des expériences humaines dans le passé. Enfin, la réflexion autour de ces épisodes favorise un questionnement sur notre propre regard contemporain. Elle incite à reconnaître que chaque conflit, même devenu marginal dans les mémoires, a participé à la construction d'un monde interconnecté. En cela, ces batailles oubliées constituent une clé pour comprendre les ruptures et continuités historiques qui définissent les sociétés actuelles. Elles renforcent l'idée que le passé, même celui parfois enfoui, reste vivant dans les structures présentes. En somme, l'étude des batailles anciennes méconnues révèle plus que de simples affrontements. Elle offre un panorama des transformations humaines à travers l'expérience de la guerre. Ce regard renouvelé enrichit la connaissance historique et souligne la pluralité des trajectoires qui ont conduit à notre monde. C'est cette complexité qu'il faudra approfondir maintenant en abordant les récits individuels qui illustrent ces enjeux majeurs.